Pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable Winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable Winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable Winch. C'est enfin le début de la chasse à l'arc. La classique Whitetail est officiellement commencée. C'est un moment de là depuis 12 ans. C'est le grand jour. Yes, bonsoir tout le monde et re-bienvenue à nos fameux lives de la classique Whitetail. On a eu un petit congé hivernal. Dans le fond, c'était le repos du guerrier pour nous tous après avoir travaillé aussi fort pendant toute l'automne. Maintenant, on est de retour avec peut-être 8 lives environ d'ici la finale. Question de vous mettre en haleine jamais jusqu'au bout. Puis en même temps, on tenait à continuer, dans le fond, le concept pour la simple et bonne raison que le mois de janvier, février, même mars pour nous, avec les chasseurs de chevreuil, on continue, dans le fond, de penser à ça, de faire des stratégies. Tout est encore frais dans notre mémoire. Donc, on écrit sur papier, on pense à ce qu'on va faire au courant du printemps pour nos futurs travaux, nos futurs aménagements. Donc, on tenait peut-être à continuer ça avec vous pour que vous poussiez aussi votre questionnement plus loin, puis que en même temps, si vous avez des questions à poser aux membres de nos équipes, parce que les prochains lives, ça va être des formules dites un peu intimes. Donc, ça va être une équipe à la fois. Vous allez pouvoir poser vos questions à ces équipes-là afin de
Peut-être qu'il y a des équipes avec qui vous correspondez un petit peu plus, ou il y a peut-être une équipe qui est un petit peu plus ferrée dans d'autres choses. Donc, vous pourrez venir poser des questions en fonction de ce que vous jugerez. Donc, ce soir, c'est un spécial Char Doris. Donc, je vais le faire entrer dans vraiment pas long. Mais avant, je voulais juste vous rappeler que nos amis de concours Trailcam Québec ont organisé, la boutique Trailcam Québec a organisé un petit concours sur la page Facebook. Ça va vous permettre de gagner une caméra Browning Dark OPS ainsi qu'une Bolly. On va faire tirer ces deux caméras-là parmi tous les gens qui auront participé au concours. Donc, allez sur la page Facebook. C'est plutôt simple. Vous partagez le post, dans le fond, puis vous nommez une des équipes de la Classique Whitetail, puis vous courez la chance de gagner une des caméras que j'ai nommées. Donc, sans plus tarder, je vais faire entrer Charles Doris avec nous. Salut Charles. Salut Raph, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Yes. T'es bien reposé cet hiver? Je pense pas, mais... Ben, reposer, c'est relatif. Reposer physiquement, là, oui, là, parce qu'en plus, je me suis fait opérer un orteil la semaine passée. C'est pas reposant, mais sauf que je suis obligé d'être inerte, de ne pas bouger. Je fais de l'ordinateur, la patte dans les airs. Mais je travaille énormément au niveau du montage vidéo. Je prépare, j'entretiens ma page Facebook, j'écris des textes. Un gars occupé, je fais des formations en ligne. Ah ouais, je m'occupe. Pas le choix. Je suis un ours. Moi, j'aime pas l'hiver. Hein, fait que faut bien que je m'occupe en dedans. On a un point commun là-dessus. L'hiver, c'est pas notre. Non. Donc, c'est parce qu'on partage un autre point commun. Tu es un charpentier menuisier. Et moi, j'ai fait ça 21 ans. Puis j'ai fait longtemps du rough l'hiver. C'est là que moi, j'aime à dire, c'est là que j'ai appris à haïr l'hiver. Clairement. C'est le cas de dire. Avec les froids, surtout qu'on a un mois de janvier, pas hors du commun, mais auquel on était peut-être plus habitué. Donc, c'est froid. Oui, c'était pas mal froid. Yes, donc il y a probablement beaucoup de gens, Charles, qui ont des questions pour toi ce soir. Est-ce que tu veux qu'on close ça en partant ou si toute l'histoire, tu es rendu seul dans ton équipe maintenant? Est-ce que je peux faire donner un petit peu aux gens la réponse, le pourquoi je suis rendu seul dans mon équipe. Après ça, on répondra aux questions des gens. Mais premièrement, moi, là, je n'ai pas envie de partir sur une grande chire de dire qu'est-ce qui s'est produit avec Martin ou pas produit, qu'est-ce qu'il a fait, pas fait. C'est pas compliqué. On pourrait dire, on appelle ça une chicane, là. OK? En bon terme français, c'est de la divergence d'opinion qu'il y a eu entre lui et moi. On ne s'entendait plus. Fait que de mon côté, ça allait à l'encontre un petit peu de mes principes de vie. J'ai décidé de faire cavalier seul. C'est la seule raison vraiment que je pourrais dire pour rester professionnel et respectueux envers Martin que je pourrais dire. Je ne suis pas en guerre avec Martin, je ne le déteste pas. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets, puis ça va s'arrêter là. S'il y a des gens qui ont... Tu sais, il y a tellement de monde il y a des choses qui circulent dans notre petit milieu. Il y a des histoires qui circulent, puis il y en a sur moi, puis il y en a partout. On ne fait jamais l'unanimité dans aucun domaine, pas plus moi que lui et que d'autres dans le passé. Quand ça ne fit plus, tu sais, vous savez, dans le hockey, il y a des joueurs qui sont échangés, des fois qui sont des très bons joueurs. Le coach décide de parler avec le gérant et de le switcher parce que la chimie n'est plus bonne. Mais c'est ce qui s'est produit avec mon Martin. En gros, c'est ce que je peux dire aux gens. J'en veux pas, puis je vous souhaite bonne chance dans ses projets à Martin. On lui souhaite bonne chance également. Donc, c'est pas rien de. Il n'y a rien d'haineux dans tout ça, rien. Il ne faut pas partir de cancan. Les chemins sont séparés tout simplement. Puis exactement. La vie continue. Donc, pour nous, ce soir, Charles, c'est un spécial chasse au chevreuil. Il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose, je peux peut-être juste le mentionner. Je ne connais pas beaucoup la gang de Chasse-au-Maniac, mais on a vu passer évidemment le post par rapport au gars qui était nommé Smart, donc le frère de Mathieu. Donc, on va leur souhaiter nos condoléances, évidemment. Effectivement. Je ne les connais pas, mais j'aimerais vraiment pas être dans leur culotte. Là. C'est pas facile de perdre un être cher comme ça. Donc, ceci étant fait, on va poursuivre avec notre sujet. Donc, Charles, tu es l'homme de la situation pour nos auditeurs qui sont là aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas, posez vos questions à Charles. Il est là pour ça. Je l'ai parlé un petit peu au début, le mois de janvier. Charles, je ne sais pas si c'était comme ça toi aussi, mais est-ce que tu remets en perspective ta saison? Tes points forts, tes points pauvres, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer peut-être pour la prochaine saison? Oui, on se remet tout le temps en question, puis je ne suis pas exception à cette règle-là. Cependant, des fois, ce que je me rends compte en vieillissant, c'est le maudit temps. Moi, je suis chanceux, là, j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de temps de chasse, puis j'en voudrais plus. Mais je ne peux pas m'inventer du temps à un moment donné. Puis là, je suis à me questionner des fois, je rajoute des saisons. J'essaie de rajouter des périodes ou des fenêtres, des saisons. Puis là, j'ai déjà des planifications de fête pour le Manitoba. Puis,
à ce temps-ci de l'année, souvent, à chaque année, je vis une espèce de crise. J'aurais une tendance à chaque année à vouloir aller faire le late season en Ontario. Je suis plein d'idées, je suis plein de volonté. À chaque année, c'est pareil. Au printemps, avec l'arrivée des formations d'analyse de terrain, préparer mes secteurs de chasse orniale, l'ours, etc. L'énergie diminue à un moment donné, puis le temps me manque pour aller finalement essayer de me trouver des spots ou faire des démarches pour l'Ontario, puis je le mets de côté. Mais, tu sais, je rêve, je suis un grand rêveur. J'aimerais aussi faire à un moment donné le Midwest ou les États-Unis. C'est des projets qu'on avait ensemble aussi. Oui, ça perdure, ce projet-là. On va, comme une chose à la fois, en fait, on pourrait peut-être le mentionner aux gens, on caresse l'idée pour la prochaine année de la Classique Whitetail de tous se réunir à un seul et même endroit pour chasser le chevreuil, les compétiteurs de la Classique. Puis tout le monde serait comme à armes égales, territoire égal, puis on part chacun de notre côté, puis on fait une émission, une vidéo avec ça, dans le fond, pour essayer de montrer aux gens un peu les tactiques de tous et chacun quand on part sur un milieu qu'on ne connaît pas. C'est sûr que ça serait une belle idée, puis un beau projet. On la caresse l'idée, mais on sait aussi que c'est un peu... on va la mettre où, là? Les probabilités que ça se réalise avec tout le monde en même temps sont faibles, là, parce que ça ne sera pas évident. Là. Si je fais juste référence à toi, ce que tu vis cette semaine, là, c'est quand même gros. Là, ça change une vie, ça. Oui, clairement. Mais c'est ça. On s'en reparlera de ça. On a-tu des questions, là, ou ben non? Oui, ça rentre, là. J'attendais justement... Je ne les voyais pas, moi, je les vois pas sur la fenêtre. Question pour Charles, ça vient de commencer. Donc, combien coûte en moyenne pour aller faire une chasse au Manitoba? Ben, le Manitoba, là, c'est relativement économique si vous le faites par vos propres moyens, parce que c'est une des seules provinces de l'Ouest, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, qu'on pourrait considérer Ouest, et le BC, mais le BC, on oublie ça. C'est encore permis d'y aller par ses propres moyens. Donc, tu achètes un permis, un coup, tu es rendu sur place, puis tu dois chasser sur plusieurs terres de la couronne, ou même si tu vas chercher des terres privées. Le nerf de la guerre, c'est le déplacement. Si tu vas en avion, tu loues un véhicule, ben là, tu pars, mettons, à 700-800 plus petit peu de bagage avec toi. Tu vas taper un 900 en avion, location d'un véhicule à 2 ou 3 gars, tu vas taper un autre 1000 pour le groupe. Tu sais, sans clairer en bas de 3000, je pense que c'est pratiquement impossible de cette façon-là. Un peu de logement dans les motels. Puis, ce qui est souvent le même problème, autant au Manitoba qu'en Alberta ou en Saskatchewan, c'est que se loger soi-même, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas ça des chalets, des camps partout comme on a ici au Québec. Sinon, ben, ça revirait de bord. Puis, moi, j'ai la chance de connaître un guide là-bas qui offre un service de guide. Puis, c'est du semi-guidé. Il donne des spots. Puis, tu fournis un chalet ou une maison. C'est relativement économique. J'ai la chance d'avoir eu ce contact-là. Moi, en tout et partout, je budgète que cette année, avec un vol d'avion et aller, revenir en véhicule ou l'inverse, on va être 4 ou 5 gars. Je ne m'attends pas à ce que ça me coûte bien en haut de 2500, 2800 $. C'est pas cher pour une qualité de chasse de cette ampleur-là, là, parce que c'est comme la mal-aimée de l'Ouest, le Manitoba. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde parle de la Saskatchewan, de l'Alberta. Manitoba, c'est rare qu'on entend parler. On entend de plus en plus parler, mais les gens, on ne caresse pas ce rêve-là. Ils veulent aller toujours comme... Ben, moi, je pense que j'ai une bonne idée du pourquoi. C'est que entre les trois, tu as la Saskatchewan, qui est vraiment une méga population de chevreuils, beaucoup plus de chevreuils, avec une pression encore moindre que le Manitoba, beaucoup plus d'espace où le chevreuil est populeux, des terres de la couronne à pu finir. Tu peux bêter. Puis tu peux bêter. Puis la bête, on ne se fera pas de cachette. Là, dans l'Ouest, c'est terrible comme méthode de chasse. C'est terrible comment c'est productif. Ça amène des chasses relativement plus faciles. On ne parle pas nécessairement de trophées, mais... oui, ben pour quelqu'un qui veut voir du chevreuil, là... Exactement. OK. On continue. Zachary Bourgault. Question pour Charles. Quel est ton plus gros buck au Québec? Ça, il ne doit pas être très vieux, Zachary. Moi, j'ai récolté un 169 et 6,8 au Québec, gross, un brut, à Nicolet, en 2009, à l'Arbalète. Je l'avais baptisé le King. Je l'ai suivi pendant 7 ans, ce buck-là. J'ai 8 cornes de ce buck-là, 7 que c'est moi qui ai trouvé, puis une que c'est un ami qui avait trouvé, on avait échangé.
Il score net 100, j'ai sorti quoi sur 163 et 6 ou 4-8, je ne sais plus exactement. C'était tout un buck. C'est toute qu'une histoire, je me souviens. Écoute, Ouais. tu dis que tu as 7 sheds, donc c'est 7 années consécutives que tu l'as suivi, ou si c'était des paires aussi? C'est des paires. J'ai 3 paires puis une individuelle, si ma mémoire est bonne, ou j'ai 2 paires, puis là, donc 3 individuels. Non, mais quand même. Là. Ce qui est particulier, c'est que ça débute. L'histoire débute en 2001 ou 2002, je ne me souviens plus exactement. Je faisais de la chasse au panache. Puis j'avais remarqué qu'il y avait des vinaigriers qui s'étaient fait bouffer pas mal le long de la trail de Skidoo, pas loin de chez nous. Puis j'étais allé en 4 roues au printemps pour voir s'il y avait des bocs qui allaient là manger l'écorce de vinaigrier. C'est de même que j'ai appris qu'ils bouffaient de l'écorce de vinaigrier. C'est à force d'aller sur le terrain. Puis j'étais allé là au printemps avec une de mes filles, je ne sais plus laquelle. Puis hey, j'avais sauté en bas du 4 roues, les 2 paires. La paire était là, une par-dessus l'autre. Par la suite, ça, dans ce temps-là, là, on parle de 2000, 2001, 2002, exactement, je ne sais plus. Les caméras faisaient leur apparition. C'était à film. Là. Puis elle était grosse de même. Là. Ben, elle était déjà belle. Par la suite, je ne me suis pas mis à chasser juste ce boc-là, mais tu sais, il reste que je l'ai appris à l'observer, parce que c'est dans les années qu'on avait la chance, dans la zone 7, dans les champs de soya au mois d'août, on voyait des chaises sortir. C'était-tu à l'arc seulement encore dans ces années-là? Je me souviens plus. Lui, il est venu au monde. Ce boc-là est venu au monde dans les années de l'arc. Puis le fusil est arrivé en 2002. Moi, je l'ai ramassé en 2009. OK, il a quand même survécu à 7 ans de... Ah ouais, de pression de chasse relativement forte au fusil 9 jours. Ça faisait une bonne différence comparativement à des armes comme aujourd'hui la carabine. Fait que c'est ça mon plus gros du Québec. On l'avait ramassé dans le champ. Tu ne l'as pas nommé, Charles. Le King. Il y avait un nom, chevreuil, là, le King. Je l'avais appelé le King parce qu'il y avait une couronne glorieuse. C'était vraiment large. Puis, si jamais tu veux le voir, Zachary, tu m'enverras un message Messenger, je t'enverrai une photo. Mais on l'a juste pour dire, un boc agricole, la région de Nicolas, on l'avait pesé, on avait sorti plein, on l'avait pesé 2,78 puis 2,38 vide. Quand même, 2,40, là, c'est du beau, c'est du boc pesant. C'est un beau chevreuil. Yes. OK, on va poursuivre ici. On a Jérémy Galupi. Bonsoir les gars, je ne sais pas si vous avez déjà chassé dans le nord des Laurentides, mais quelle technique vous opteriez dans ce secteur? Donc, c'est 100% forestier, densité faible. Ben écoute, le nord des Laurentides, ça ressemble beaucoup à l'Outaouais, là, parce que ça fait partie des champs des Laurentides. Moi, j'ai fait mes classes, j'ai chassé pendant ma jeunesse beaucoup en Outaouais, à Duhamel, proche du parc Papineau-Laval. C'est des montagnes de feuillus qui ressemblent au nord de Laurentides. Puis, c'est pas compliqué. C'est de trouver des couloirs de transition, des couloirs de déplacement, des places relativement serrées, ce qu'on appelle en anglais des funnels ou entonnoirs, proches de pochettes de femelles, puis d'essayer de les attendre là, d'être patient. Je ne suis pas un fanatique de la chasse à l'appâtage. J'aurais pu te dire appâte, puis essaye de te chasser autour. Ce qui est une micro-technique qui peut rapporter beaucoup dans le grand bois aussi. Moi, je suis un gars patient. Je sais que s'il y a un ou des beaux chevreuils, je suis quand même capable de prendre plusieurs journées à attendre d'un arbre. Ce qui est vraiment le nerf de la guerre en environnement montagneux, forestier, c'est de trouver un endroit que le chevreuil, quand il passe dans ce secteur-là, il va passer dans un petit corridor. C'est un peu comme ça qu'on chasse dans l'Ouest aussi. C'est le nerf de la guerre, ça s'appelle la patience parce que les sujets sont pas nécessairement nombreux ces années ici. Ouais, clairement. Puis surtout la patience, il faut surtout que tu sois patient au bon endroit. Si tu peux être patient n'importe où, là, on a toute même année la patience à laisser limites, mais d'être patient dans un endroit qui te donne cet avantage-là, comme tu dis, Charles, d'entonnoir, puis que tu sais que s'il y a à déplacer, il va peut-être le faire 1 à 2 fois dans la saison, mais il faut que tu sois là. Une fois de nuit, une fois de jour. Peut-être aussi. On sait pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, bon, je pense que ça répond pas mal à la question. Puis, Jérémy, au lieu de chercher de l'uniformité, parce qu'on en a souvent parlé, essaie de trouver la différence peut-être dans ton milieu. Bon, tu chasses dans du forestier, mais est-ce que c'est tout uniforme? Est-ce que c'est juste du feuillu? Ou bien s'il y a une diversité quelconque? Donc, chasse ces diversités-là. Je vais me permettre juste un dernier conseil pour Jérémy, ce que j'enseigne dans mes formations. Pour le boc forestier, un bon petit truc, là, au printemps, là, immédiatement après la fonte des neiges, va localiser des beds, des beddings de femelles, où ce que tu vas trouver beaucoup de beds. Le chevreuil étant en mue au printemps, perd beaucoup de poils, ils sont faciles à spotter les beds. Puis souvent, les mêmes beds sont utilisés en milieu forestier tout au long de l'année. Où ce que tu en as plusieurs, tu as des chances que ce soit des pochettes de femelles. Rapproche-toi de ça, cherche un petit peu dans ton noir, un endroit serré proche de ça. Puis là, tu vas être pas loin là, de trouver là, ce qu'il faut trouver pour avoir plus de chances du moins. Là. Clairement. C'est sûr que de chasser à faible densité,
C'est pas facile. Par contre, Non. tu sais qu'à chaque fois que tu entends un chevreuil marcher, tu as des chances que ça soit un beau boc. Tu as des chances. Normalement, là, il y a moins de chevreuils, mais il y a aussi moins peut-être de femelles. Le ratio peut être plus équilibré un petit peu dans ces coins-là si la pression de chasse est moins forte, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils chassent exactement. OK, on poursuit. Philippe Lachance. Comment savoir où sont les territoires libres en Ontario et le mode de campement fonctionne comment? Oh boy. Moi, c'est pas moi qui vais répondre à ça, malheureusement. Je ne peux pas vous aider. Philippe, je te conseille de regarder sur le site du MNR de l'Ontario. Il y a sûrement des liens. Le camping n'est pas permis partout. D'après moi, c'est plus dans le nord-ouest de l'Ontario que tu pourras avoir des chances avec ça. J'ai vu des gens le faire. Je suis allé dans le coin de Dryden et dans ce coin-là, tu as des chances de peut-être pouvoir. Donc, dans la région du nord-ouest, je te conseillerais d'aller voir. Je vais me permettre une parenthèse que tu m'as fait penser à ça, Raph, parce que moi, je pensais sud de l'Ontario automatiquement avec sa question, mais justement, le nord de l'Ontario, région de Baie-Vermillon, entre Dryden et Kenora, je suis allé 2 années. Puis, ce que j'avais remarqué, puis j'avais fait une coupe de téléphone, la pourvoirie ne se vend plus facilement pour un chasseur de chevreuil. Il y a une coupe de pourvoirie, tu les appelles, tu loues un chalet, tu fais tes affaires par tes propres moyens. Puis ça, c'est une formule extrêmement économique. Là. On parle d'un 700 à 800$ pour le chalet, puis la semaine pour un gars, ou des fois moins. Puis tu t'en vas dans le bois, puis c'est plein de bois mature, de bois publics. Mais là, on parle de 24 heures de Montréal, par exemple. Tu te rapproches du Manitoba solide. Oui, écoute, je peux nommer une place. Moi, j'avais été à Indian Point Camp. Ça peut t'intéresser. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler. Ça fait longtemps. C'était sur le bord du lac Wabigoon, si ma mémoire est bonne. Puis, il offrait exactement la formule que tu dis là, Charles. C'était comme une formule. Les Américains aimaient bien ça parce qu'eux autres, c'était le rêve canadien à petit prix, dans le fond. Ils allaient là, ils louaient le chalet, puis après ça, ils partaient, puis ils faisaient leur propre chose à même le territoire, parce que c'est quasiment que de la terre publique là-bas. Exact. OK, on a ici Jessie Terrien qui nous pose une autre question par rapport au ratio. Jessie Terrien, bon, quand vous parlez d'un ratio 1 pour 1 mâle et femelle, prenez-vous dans vos calculs les spikes ou juste des mâles plus matures? Tous les mâles d'1 an et demi en montant, Charles, je ne sais pas si... quand on s'exprime sur un ratio, on exclut les fans, point à la ligne. Exact. C'est sûr qu'on sait très bien que ce n'est pas mature, un boc d'1 an et demi, mais maintenant, il faut s'arrêter à des calculs. Puis, ils sont sexuellement matures, ils sont capables de se reproduire, donc il faut y aller avec ça. Mais tu sais, un ratio 1 pour 1, ça n'existe pas. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que en Alberta, il n'y a pas beaucoup de pression de chasse? Non, c'est peut-être la nature est... Pardon? 2 pour 1 en Alberta, tu dirais? Le ratio exact, je ne le connais pas, mais j'ai déjà parlé de ça avec Louis Gagnon. Puis Louis, quand même, beaucoup ferré en biologie. Puis il me parlait de 1,2 ou un petit peu moins que 2 biches par mâle parce que les mâles sont plus téméraires, font plus un paquet de gaffes. Ils s'entretuent entre eux autres à l'occasion. Oui, c'est ça. La durée de vie d'un mâle est moindre qu'une femelle. Fait que automatiquement, il y a un petit débalancement. Là. Exact. OK, on va continuer. Jérôme Patry. Charles, que me conseilles-tu pour récolter un boc que je suis depuis près de 7 ans, aussi que je nomme Cogne? Et tabarouette, c'est tellement large. C'est vague, hein? Parce que... Je peux te faire le topo, parce que je le connais, le gars. OK. Il est en région agricole. Il y a une terre de peut-être 500 acres, mais le boc, il ne le prend pas partout. Il le prend vraiment dans un territoire spécifique, mais à date spécifique. Cette année, je peux te dire qu'il l'a pris en photo. En fait, à partir du moment que le rut a été parti, il a disparu vraiment. T'sais, il l'a peut-être pris de nuit à l'occasion, mais il a clairement défini où est-ce qu'il était. Par contre, les maudites dates de chasse font en sorte que tu ne peux pas chasser la fameuse date. Tu sais, les jours que toi, tu chasses en Alberta, là, ils chassent, on les a perdus. Fait que ces bocs semblent être actifs dans cette période-là. Donc là, il faut qu'ils chassent. Moi, il y a une chose que je sais, si je fais référence aux miens, puis j'en ai quand même récolté quelques-uns, pas une tonne, là, à l'arc ou à l'arbalète dans la zone 7 en milieu agricole. C'est plus facile les patterner quand ils mangent. Pendant qu'ils mangent, ils ont des sources de nourriture relativement faciles à trouver. Ça, c'est tout le temps relatif. Là, on parle du chevreuil. Puis, tu peux réussir à trouver les endroits où ils se couchent. Puis là, c'est soit de pogner entre les deux ou de pogner plus proche de un le jour, plus proche de l'autre le soir. Ça prend un élément aussi qui s'appelle le temps. Tu sais, si ton mâle, parce que moi, l'avantage que j'ai d'avoir un commanditaire comme SpyPoint, je travaille avec énormément de caméras, autant au Québec qu'en Alberta. Puis ça me fait tellement avancer sur des choses, des hypothèses que j'avais avant. Je me rends compte que tu auras beau
être bon, de ne pas être bon, de ne pas faire attention, de faire attention, un animal spécifique ou des animaux spécifiques, ils peuvent utiliser, mettons, 20 trails différentes pour arriver à un champ agricole précis. Mais pourquoi qu'un soir, ils sortent par une trail, puis le lendemain par une autre? Ça serait tellement le fun si on était capable de dire pour X raisons, puis c'est toujours pareil, mais ce n'est pas la réalité. Ouais. On n'est pas sur place pendant des semaines et des semaines, donc aucune pression, aucune odeur. Puis, ils changent régulièrement d'endroit pour aller aux mêmes endroits. Donc, c'est une question à mener de chance. Puis, en faisant beaucoup de temps, on fait sa chance. Ceci étant dit, si tu as la chance que j'ai eue, parce que ce que j'ai eu comme chance à certaines occasions, c'est de comprendre, bon, en ce moment, là, et depuis, mettons, 2 jours, ils ont viré fou sur le soya. Le soya a repris de l'humidité, puis j'ai l'impression qu'il rentre. Je change un stand de place, je m'installe, bang. Surprise. Ça, c'est sûr que je ne connais pas beaucoup, je ne te connais pas, Jérôme, mais une chose qui est sûre, peu importe le mâle, 7 ans, lui, il sait à peu près tes habitudes déjà. Puis il faut que tu le déjoues. Fait que si tu es relativement prévisible dans tes approches, change totalement ça. Le pire qui peut s'arriver, c'est que tu ne le vois pas. Fait que... Autant, Charles, que tu as des caméras puis tu t'en sers, est-ce que tu peux dire que durant le temps de la chasse, mettons, dans cette période-là de l'année, tu ne prendras pas une caméra pour aller l'installer là pour voir s'il passe là. Tu vas prendre ton stand puis tu vas aller chasser. Exact. Parce que c'est ça l'erreur que les gens font souvent. Ils veulent tellement le prendre en photo. Mais une passe de chasse vaut cher comparé à une photo qui ne voit que comme un angle précis. Là, on a vu des exemples là, cet automne, là, autant sur grattage que sur appât. Là, à un moment donné, là, la personne installe un site à pâté, installe une caméra, puis attend que le box soit régulier pour aller le chasser. Pourtant, quand tu mets une micro-technique en place, comme moi je l'enseigne, faire un faux grattage à proximité d'un bedding de box, tu t'installes, tu montes dans l'arbre tout de suite, tu as autant, sinon plus de chances que quand ça va faire 3 jours. Puis s'il y a de quoi, plus ça va avancer dans le temps, moins ça va être nouveau. Fait que c'est d'être imprévisible, de les déjouer, puis d'avoir un élément de chance aussi. Mais sur ça, tu pourrais m'écrire peut-être, Jérôme, j'aimerais ça t'aider plus, mais c'est vraiment trop vague. Je te le souhaite, par exemple, je sais c'est quoi quand ça fait longtemps qu'on court après un en particulier, qui fait 130, qui fait 180 ou qui fait 110. Hey, moi, là, quand je l'ai tué, mon King, là, c'est celui de ma vie, disons. Là. J'étais 2 mois là, à planer. Là. 2 mois, là, je flottais. Là. Je faisais n'importe quelle activité, tâche quotidienne. C'est fou, hein? Dans ma peau, là, j'étais comme un petit peu drogué. Là. Ça a duré 2 mois. J'ai jamais revécu ça. Là. Mais as-tu vécu une genre de dépression après? Non. Non, tu n'as pas eu parce que de retrouver cet élément de motivation-là, tu nous parlais que le classique t'avait donné comme une motivation supplémentaire, mais là, quand tu perds ton King, mettons, après ça, tu dis c'est qui le prochain? T'sais, si tu en avais un prochain King, c'est le fun, mais si honnêtement, s'il y a de quoi, je pense même que le contraire. Après, ça m'a libéré. J'ai arrêté de focusser sur cet aspect-là, puis je me suis dit, revenir à mes amours qui est de m'amuser puis de chasser le chevreuil sans capoter, tu sais. Non, c'est sûr. On vit des phases en tant que chevreuil, on chemine, puis il y a des bouts qu'on ne se contient pas, puis à un moment donné, on se rend compte que la vie, elle avance, puis là, tu te dis, ouais, tu focusé tant que ça là-dessus. Moi, là, le panache est là, ça fait 7 ans, 8 ans, à un moment donné, tu te dis, ouais, il y a d'autres choses que ça dans la vie, dans ce petit panache, là. Non, c'est sûr qu'une fois qu'il est mort, mais moi, je peux juste faire un comparatif, mon buck drop-in qui est là, pendant 4 ans de temps, j'avais couru après, puis j'avais vécu une genre de petite déprime, parce que l'année d'après, j'avais été dans le bois, puis j'avais pas la même fièvre, exact. Fait que là, je me suis dit, je vais demander à Charles, parce que c'était un peu... Bon, moi, c'était sur moins longtemps que toi, là, mais tu sais, c'était un peu pareil. Fait que je me suis dit, peut-être que la même affaire. Là, mais... Entre 4 ans et 7 ans, puis toi, tu l'as fait à l'arc. Moi, je l'ai fait à l'arbalète, remarque, là, mais tu sais, j'ai pas couru après à l'arc ou à l'arbalète pendant 7 ans. Moi, je l'aurais vu au fusil à la poudre noire avec un tabac. Non, je comprends. L'important, c'est que ça tombe. Hein? C'est ça. Dans mon cas, oui. OK, next. Étienne Prévost, quelles sont les dates que les chevreuils perdent leur bois dans votre coin? Ça, c'est tellement variable. Il n'y a pas d'année pareille. Premièrement, là, ce qu'il faut savoir, Étienne, une année que l'hiver arrive très agressivement et brusque en milieu forestier. Exemple, la Beauce, voilà 2 ans, il y a des bocs qui ont perdu les cornes entre le 5 et le 10 décembre. C'est très tôt. L'année suivante, en Beauce, des bocs pouvaient les garder jusqu'au 5-10 janvier, les premiers les perdaient. Question de stress par rapport à la période de rut, les ratios influencent ça. L'arrivée agressive de la neige
donc la famine, ça ralentit le stress. Un animal blessé, c'est pas compliqué, ça tombe en général entre le 20 décembre et le 20 mars. Il y a des exceptions jusqu'en mars. Dans le Midwest, on a vu jusqu'en mars des bocs avec leur panache. Là. Même au Québec, j'ai déjà vu ça une couple de fois. Ah oui? Bon. Pas rare, là. C'est pas rare. C'est pas la moyenne. Il en reste peut-être 5%. Mais moi, je dirais que le pic de chute des bois, c'est autour du 25 janvier. Là. OK. Bon, on en voyait en décembre en Ontario avec des bois déjà perdus. Là. Puis c'était comme peut-être mi-décembre, les concurrents de la classique cette année, ou peut-être plus la fin, autour du 20 décembre, ils avaient déjà perdu. Puis moi, ce que je chassais, aucun boc n'avait perdu leur panache encore. Puis aller jusqu'à mi-janvier, j'avais encore des photos cellulaires, puis il y avait tout encore leur corne. Puis j'ai l'impression, de nombreuses lectures que j'ai faites semblent dire la même chose. Le boc agricole avec une bonne nourriture les perd un petit peu plus tard, les toffe plus sur leur tête. Là. Il y a la testostérone aussi. Le temps que la testostérone est là, apparemment que ça reste. Puis quand la testostérone descend. J'en ai pas mal de ça. En pente descendante. OK, Serge Legault. La luzerne comme appât dans le secteur forestier comme en Saskatchewan. C'est-tu bon? Merci. Rien à faire. Pas de temps que ça. Notre chevreuil, c'est un animal qui a une nourriture humide présente en forêt en tout temps. Il va en manger en hiver, mais on ne chasse pas l'hiver. En Saskatchewan, je ne sais pas pourquoi les chevreuils capotent tant que ça là-dessus. Je pense que c'est l'olfactif. Je n'ai jamais vu de chevreuil manger de la luzerne. Moi, il mangeait oui, grain. Par exemple. OK. Moi, je mangeais. Moi, je l'ai chassé sur bait là, en 2012, puis il en mangeait à pis solide. Là. Mais puis j'ai vu beaucoup de monde, là, de par les réseaux sociaux, autrefois, chevreuil.net, plusieurs se disaient, elle m'a l'essayé ici. Parce que l'image, un gros tabarouette de boxe, une belle luzerne, c'est pas cher, mais non, ça ne marche pas ici. D'ailleurs, même, quand on parle des fois de champs nourriciers ou de moulés spécialisés, il y en a beaucoup qui font beaucoup d'espoir là-dessus au Québec. Puis moi, je me dis tout le temps, tant que tu as une nourriture humide naturelle ou de l'agriculture naturelle en forêt, le chevreuil est un omnivore. Il aime mieux manger plus de plantes différentes, une plante humide et vivante, que d'aller manger une matière morte. Puis, clairement. Non, c'est la tendreté au Québec. Essaye différents types d'appâts, oui, des moulés spécialisés, des fois, des pommes, des carottes, un peu. Pas 100%, disons, luzerne. Peut-être en mettre pour le point de vue olfactif, ça pourrait peut-être pas nuire, mais ne pas se fier qu'à ça. Ils sont tellement habitués de rentrer ces pommes au Québec. C'est dur à battre. D'accord. Hey, c'est gros, commencer à traîner de la luzerne, là. Oui, ça sent bon, la luzerne, mais le chevreuil du Québec, on arrête de le chasser à cette heure, autour du 22-23 novembre. Oui, il est trop tôt encore pour. Oui. OK, ça, c'est une question relativement longue. Donc, Jonathan Poulain. Question. Je suis dans un milieu agricole, mais j'ai un lot de 100 acres avec 7 à 8 pommiers sauvages. Champ à ma gauche et à ma droite utiliserait une stratégie sans appât en direction des pommiers ou des champs. OK, attends un petit peu. En fait, je pense qu'il cherche à peut-être avoir un topo par rapport à la stratégie de chasse à utiliser. Oui, je connais bien Jonathan. Salut, Jonathan. Écoute, non, moi, tant que je suis capable, je n'utilise pas d'appât parce que tu as déjà des éléments qui attirent le chevreuil, qui drainent le chevreuil. Donc, laisse-les aller manger de façon naturelle. Tu vas baisser leur degré de méfiance. Par contre, si tes pommiers produisent un petit peu, tu peux en rajouter de temps en temps pour stimuler les chevreuils à continuer à y aller puis à être excités. Le lot, il est entouré. Il y a un côté qui a un champ à sa gauche, à sa droite, une stratégie. À gauche, package à vache. C'est donc dans une pointe, dans le fond, forme de couloir. On dirait qu'il y a des champs de chaque côté. Là. Si c'est bien, je comprends bien, là, il y a un couloir, de chaque côté, un champ. Au bout, il y a des pommiers sauvages. Mets-toi au col de ça. Moi, j'aime beaucoup aménager des faux grattages parce que ça conditionne un petit peu le chevreuil, des fois à passer plus proche. Sous les pommiers. Oui, dans ces fourrettes, comment est-ce qu'ils grattent tout ça. Puis, les essences d'arbres, ça fait une grosse différence. Là, dans ton cas, c'est de surveiller beaucoup le vent. Là, tant que ton chevreuil est en mode nutrition, il ne faut pas qu'il vente de la direction d'où arrivent tes bêtes avant de se rendre à toi. Là. OK. En tout cas, si jamais c'est pas assez, peut-être juste préciser, Jonathan, on est là encore pour un petit bout, donc tu pourras. On a un dessin, Jonathan. Ouais. Donc, Yannick Bolduc. Champ nourricier en milieu forestier, ça peut-tu être bon? Oui, ça peut être bon. 100% forestier. Vas-y, Raph, t'en fais plus que moi des champs nourriciers, de toute façon. Oui, il y a des champs nourriciers. En fait, il ne faut pas faire un champ nourricier pour chasser dans un champ nourricier. L'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils font un champ pour chasser dedans.
Ça prend 2 passes, puis le champ nourricier, ils vous ont patterné, là, parce que quand tu sors, c'est pas facile. Fait qu'il faut, faites un champ nourricier dans le but d'attirer du chevreuil et chasser toujours le pourtour. Mais là, ça va-tu être bon la première année? Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans aussi. Plusieurs techniques pour faire des champs nourriciers. On va avoir d'ailleurs quelqu'un prochainement qui pourra peut-être vous éclairer là-dessus. Je n'ai pas parlé, mais on va avoir des invités un peu plus tard, là. On va faire les 4 équipes. Après ça, on va avoir des spécialistes en aménagement. Puis vous pourrez peut-être poser des questions, mais il y a des techniques pour faire des champs. Il ne s'agit pas juste d'arriver et de faire un champ, bim, là, en pensant que, bon, il ne faut pas modifier le déplacement des chevreuils. Il faut être proche d'où est-ce qu'ils sont en temps normal. Donc, il faut vraiment prendre son temps quand on fait ça, là. Pas prendre la première éclaircie et dire, go, j'ai investi 2000 là. Ouais, mais peut-être c'est un 2000 piastres, pas trop bien investi. Donc, il faut investiguer un petit peu plus loin. Fait que, Charles, là, on continue. Ah, bon. Question. On pourra parler les deux, Charles. Vas-y, commence. Moi, honnêtement, la viande de chevreuil, je ne l'apprécie plus beaucoup. Les femelles, cette année, les tuer de femelles, ma blonde aussi, excellente. Mais moi, j'ai la chance de guider, puis de chasser, puis de tuer de l'ornial à tous les ans. Fait que mon comparatif est biaisé. J'en ai mangé beaucoup des gros bocs, parce que dans les années que j'étais plus jeune, il faut croire que j'étais moins fortuné, là. On les mangeait toutes, là. Mais ça goûte moins bon, c'est surtout plus tough. Mais on ne chasse pas le gros boc pour la viande, on chasse le gros boc par défi, par plaisir. Puis par la bande, ben, on mange du gros boc. Amer, le goût amer, moi, la seule fois que j'ai mangé du chevreuil qui goûtait amer, il avait été pensé. C'est mon père qui l'avait pensé. On l'avait pris un bout de le trouver. Puis un chevreuil qui est pensé ou qui n'est pas éviscéré relativement assez rapidement, c'est intraveineux, hein, les gaz. Puis là, ça s'en va dans les vaisseaux sanguins. C'est pas très bon, là. C'est pas légal. Une odeur aussi, là, normalement. C'est pas... Ben moi, je ne mange pas d'orignal, mais à l'inverse de toi, Charles, j'aime pas chasser. Pas que j'aime pas, mais je ne retire pas le même intérêt à chasser l'orignal que le chevreuil. Donc, je mange que du chevreuil chez nous. J'ai jamais trouvé que la viande était amère, mais une chose est certaine, c'est que les gens font toujours faire leur steak trop mince. Puis les pièces de viande, vous gagneriez beaucoup à les faire comme les longes de dos en cubes, pièces de 3. Donc, quand vous faites cuire ça, vous faites du barbecue, c'est jamais trop sec, jamais trop dur, ça a un goût juteux. Puis il faut le faire vieillir, évidemment, c'est le secret. Puis faites-le pas vieillir dans votre cabanon dès que vous pouvez. Tu sais, c'est la partie, souvent, je trouve que les gens négligent peut-être là, toute la préparation de la viande. Ils tirent le chevreuil, ils sont bien contents, ils vont prendre ça dans le cabanon en pensant que ça va être correct. Mais des fois, cette période-là n'est pas correcte. Il faut refroidir la viande dans les 12 heures suivant son abattage, là, à au moins 4 degrés. Fait que je ne sais pas si... Moi, j'ai souvenir dans le passé d'avoir fait ça, puis le chevreuil goûtait moins bon après. C'est que là, la viande, elle chauffe légèrement, puis ce goût-là, ben, il fait juste empirer. Il va empirer, ça n'améliorera pas, là, même si vous le mettez au congélateur. Ça peut arriver avec un jeune animal comme un vieil animal. Ouais. Mais tu sais, tu as déjà entendu ça aussi, Raphaël, il y a des croyances, surtout des chasseurs plus âgés. Le boc, il goûtait à la pisse. J'ai jamais vu ça, moi. Non, ça ne peut pas goûter à la pisse. Là. La viande, notre carcasse, c'est pareil comme un chevreuil, elle est scellée par notre peau, puis leur carcasse, il peut rester pisser dessus tant qu'il veut. Ça ne rentrera pas dans sa chair. Là. C'était la façon, probablement, qui préparait le gibier à ce moment-là, qui faisait en sorte que ça puait. Mais tu sais, je me souviens de quand j'étais jeune, les chevreuils restaient une semaine, des fois, sur l'autre des chars, à se promener. Puis, je ne demandais pas pourquoi que ça puait. Il disait, il goûte fort cette année, il se tenait dans le sapin. Oui, c'est ça. Non, il se tenait sur mon hood de Ford Mustang 90. Oh là là. Bon, Jérémy. Malgré l'expérience et les trips faits, quel serait votre trip ultime que vous n'avez pas fait encore, mais que vous rêvez? Tabarouette, OK. Je vais te laisser répondre, Charles. Vas-y. Moi, honnêtement, c'est le Midwest. Je ne suis jamais allé, là. Ça me fatigue de plus en plus depuis que j'ai remis la main sur mon arc. Là. Aller au Kansas, c'est un rêve. Je me dis pas que je vais y aller parce que je sais que ça coûte en pourvoirie, puis en public, c'est vraiment pas évident. Mais aller à une place que tu vois au moins une 50aine de bocs là, dans une semaine, pas nécessairement à portée de tir, pas toutes des monstres, mais tu vois ça. Là, puis là, tu te fatigues à chaque maudit fois. Je suis vraiment gâté d'aller en Alberta puis d'avoir trouvé un bon secteur depuis une couple d'années avec mon frère. Mais c'est quand même pas des places qu'on envoie des tonnes de copies. Là. Ça, c'est mon rêve, moi, là, c'est le Midwest. Ben, c'est comme Charles aussi, c'est le Midwest, mais plus vers
le Montana, ils appellent ça la Milky River. C'est comme une région là, où les chevreuils sont toutes concentrées dans les creux. Est-ce un peu comme la vidéo que tu avais présentée, Charles, au Manitoba. Là. Ouais, c'est dans les genres de creux. Puis là, tu les vois sortir de là pour aller dans les champs le soir. C'est un peu ça. Ça ou bien le Dakota du Nord. J'aime le paysage là-bas. Fait que c'est pas des régions habituées. Il y aurait l'Iowa, bien sûr, là, qui serait super le fun à faire. Mais je pense que n'importe quel trip de chasse en dehors du Québec, que tu pars en avion, c'est un méchant bon trip. Parce que là, tu pars avec de l'espoir. Mais là, on en parle. Je fais une petite parenthèse. Ils ont décidé d'ouvrir le nouveau plan de gestion et de faire une table pas de négociation, mais une table de pourparler, si on veut. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. On va donner la chance aux coureurs. On va se croiser les doigts, là. Que UPF soit invité. Pas de même. OK. Patrice, bonjour les gars. Quel est le niveau de difficulté pour la récolte d'un beau mature au Manitoba à l'arc? Et Charles, penses-tu un jour faire ta chasse à l'arc là-bas? Le niveau de difficulté à l'arc est élevé quand même au Manitoba. Surtout en référence à ce que Josh est allé, parce que Josh, je sais exactement où il est allé. Il n'y a pas de bois. C'est des petites talles de bois, puis des champs, puis les chevreuils, ils sortent des ondes d'épaisseur dans l'humidité, puis ils sont très difficiles à patterner. Les champs, c'est à perte de vue. C'est très élevé comme niveau de difficulté. Moi, je dirais que si tu t'en vas vers un milieu plus forestier au Manitoba, en collant peut-être les grattages ou les entonnoirs, le degré va diminuer un petit peu. Est-ce que je pense faire ma chasse à l'arc là au Manitoba? Non. Je suis trop killer pour aller là et tout les laisser passer. Quand je peux amener un pétard dans la même saison. Si je suis pogné ou à un moment donné, je fais un forfait dans une saison à l'arc, invité, puis je décide d'y aller, je vais respecter, je vais y aller avec le défi. J'aime les défis. Mais si j'ai à choisir, je vais y aller avec un pot de noir, avec un bon 700 ml que je suis capable de tirer jusqu'à 250 verges ou une carabine. C'est sûr. Ça, c'est moi. Mais pour avoir fait le Manitoba, moi, je vois ça comme une difficulté, puis pas une difficulté aussi, Charles, parce que dans le fond, il y a beaucoup de chevreuils, on ne se le cachera pas, là, Manitoba, dans la région où Joss est allé. Fait, souvent, tu vas être dans un secteur où il y a beaucoup de chevreuils, mais ça ne sera peut-être même pas les mêmes bocs d'une journée à l'autre qui vont être là. Parce qu'il faut s'entendre que, comme je pourrais comparer ça, on voyait ça en Ohio, c'est que c'est des petites talles de bois, des immenses champs. Les chevreuils se promènent dans les champs. Ils n'ont pas de barrière comme il peut en avoir ici. Là. Ils peuvent faire 3 km sur un bord puis décider d'aller se baider dans la plus proche îlot le lendemain matin puis pas revenir d'où est-ce qu'ils étaient partis. Fait que c'est comme une surprise en même temps que tu peux avoir dans ces petites talles de bois-là. Fait que, on a tenté notre chance. Puis Joss, il est quand même... ça fait 3-4 fois qu'il va là, Joss. Puis il me semble qu'il est à 2 sur 4 ou 3 sur 4. 2 sur 4 peut-être. De mémoire. Fait que, tu sais, 50% de taux de succès, on ne verra pas ça nulle part. Aucune pourvoirie qui va vous permettre ça. Puis souvent, on va plus voir du 30% en descendant de taux de succès de la part des clients. Fait que, moi, je vois ça comme un beau défi. Ce n'est pas un défi inatteignable. Puis je n'ai jamais fait le forestier comme toi, Charles, par contre, avec l'avantage des scrapes, que là, ça les amène à toi. Là, c'est une différence. Là. Fait que, je vois ça comme un beau défi. Félix-Antoine, peux-tu nous parler positivement de Spy Point? Ben, je suis sûr que tu vas en parler positivement, puis même moi aussi, je suis prêt à en parler. Puis, j'aurais pas de problème à en parler positivement sans être gêné, parce que le monde, en général, il focus sur le négatif dans la vie. Regardez ce qui s'est passé cette semaine là, dans notre histoire de la classique avec mon ancien collègue. Le monde aime ça, ce qui est négatif. Je vis une mauvaise expérience, exemple, avec une caméra de surveillance. C'est rien de la merde, je ne l'utilise plus. Moi, personnellement, je suis avec Spy Point, ça doit faire 5 ou 6 ans. J'ai déjà eu quelques problèmes, oui, je ne dirais jamais le contraire. Mais à un moment donné, il faut focusser une chose, c'est de l'électronique. Puis il y a différentes compagnies, ils ont toutes amené des points négatifs ou des points positifs. Personnellement, dans les dernières années, si je peux en parler positivement, la caméra que j'ai préférée, qui ne m'a fait jamais défaut, j'en ai eu, je pense, autour de 70 unités, c'est la Force Dark. J'en ai pas retourné une. Ça, je vous le jure, là, comme je suis là, j'en ai mis dehors partout. Ben, dehors, j'espère. En Alberta, ils ont passé l'hiver là. On a ramassé le printemps d'après. Ils marchent encore en mode vidéo. Bonne capacité des batteries. Là, regardez-moi. C'est pas un fichier vidéo HD, une Force Dark. Ça fait une vidéo.
On s'entend? Mais moi, pour documenter mes choses, pour patterner des chevaux, etc., la Force Dark, ça a été ma meilleure caméra. Cette année est arrivée la Force Pro. J'en ai eu, si je ne me trompe pas, 24 unités. Aucune n'a fait défaut, aucune n'a brisé. Ils sont toutes encore en parfait état. Là, oui, je sais qu'il y en a qui ont eu de la misère avec les cellulaires, en particulier les Link Micro. Ça a l'air d'être plus capricieux, le niveau cellulaire. Puis même moi, personnellement, je suis rendu, je pense, j'en ai 10 ou 12 des cellulaires. J'ai sacré un peu dans le sens que les signaux sont des fois intermittents, puis il y a un peu des histoires de mise à jour qui peuvent faire sacrer les gens. Je ne me connais pas assez là-dedans là, pour commencer à rentrer dans le détail, mais honnêtement, je connais des gens, des utilisateurs de d'autres marques de commerce, puis quand on leur parle, puis que les gens sont relativement honnêtes dans leurs affirmations, il n'y a rien de parfait. Mais moi, je recommande encore SpyPoint à tout le monde parce que je pense pas que la perfection existe, mais je suis entièrement satisfait du produit qu'on offre ici au Québec. J'ai la fameuse micro que tu parles, là, micro cellulaire. Charles, ça a été ma caméra cellulaire la plus fiable malgré tout, parce que je n'ai pas changé de batterie une seule fois. Fait que l'avantage que je trouve de ces caméras-là, c'est sûr qu'elles fonctionnent peut-être moins bien que d'autres au niveau du réseau, mais par contre, je n'ai pas changé de batterie. Je ne suis jamais allé la voir, cette caméra-là. Contrairement à mes autres qu'il fallait que je change les caméras au mois à peu près. Donc, c'est un avantage pour moi que j'ai trouvé cette caméra-là, puis ça m'a fait renouer, si tu veux, avec SpyPoint. Regarde, c'est comme tu disais, on a une belle expérience. Ah, c'est super bon, puis on a une mauvaise expérience après. Il y a la vieille expression qui dit un client satisfait va le dire à combien, puis un client insatisfait va le dire à 10 fois plus. Ouais. C'est ça qu'on assiste là-dedans aussi, parce que moi, j'ai eu 3 caméras cellulaires toute l'année passée en Alberta sur des grattages. Ils ont marché sans arrêt. Mais il y a une autre personne, mettons, qui en a acheté une ailleurs au Québec, puis lui, il a eu des problèmes avec une. Mais lui, il n'est pas satisfait de son produit. Je peux le comprendre. Oui, c'est pas évident. Ben, de toute façon, il n'y a pas une compagnie cellulaire qui peut dire qu'ils sont fiables à 100%. C'est tout dur à date, ces batteries. Il n'y a rien que je peux dire par rapport à ça. Là, puis le pire, c'est qu'on achète ça pour ne pas y aller. Puis tu es pogné pour y aller pareil. Ça me fait penser, juste pour clore le sujet, quand ça va bien, on n'en parle pas. Hein? Ça, c'est comme quelqu'un sur les réseaux sociaux qui récolte régulièrement des oignons ou des chevreuils. C'est drôle, il les place, hein? Il se monte, il monte ses succès. Mais celui qui n'en a pas, il monte dessus, lui. Il n'y a rien à montrer. Hein? Fait que les gens, quand ça va bien, ils n'en parlent pas, mais quand il en pogne une qui va moins bien, ben, ils en parlent. Ouais. Yes. Next. Oh. Salut Charles. Si tu avais une semaine de chasse au Québec, quelle semaine prendrais-tu? Bien, dans notre cas, en respectant les saisons qu'on a maintenant, ça va être la première de la carabine. Parce que sont encore assez prévisibles ces grattages. Le rut est sur le bord de décoller, sinon il décolle. Mais on peut relativement savoir où est-ce qu'il va passer. Plus tu avances dans le rut, en s'en allant vers le 12, 13, 14, 15, ils deviennent imprévisibles, erratiques, puis ils font des grands parcours. Puis là, ça devient beaucoup plus difficile. Encore là, ça dépend. Là, ça, c'est pour moi, parce que quelqu'un qui a moins de connaissances, c'est peut-être mieux durant les mouvements chaotiques du rut pour avoir des belles surprises. Moi, la première semaine, là, avant, on avait la semaine du 1er, mettons, 7 novembre. C'était la période que je préférais sur les grattages. Ouais. Bon, on l'a perdu, malheureusement. C'est ça. OK. Ici, on a une question sur l'arc. Question pour... bon, je vais la passer. C'est pas mon... je me cherche une mire single pin ajustable pour ma Hyde. Quel modèle là-dessus ou pourrais-tu me conseiller? En fait, nous autres, on a la Fuse, la single pin. À date, je l'adore. C'est une mire. En fait, n'importe quelle mire single pin, mais verticale, va être une très bonne mire pour vous. De toute façon, j'aimerais en parler plus tard, là, mais moi, je suis barré à une distance puis je chasse avec ça toute la saison. Je ne joue même pas avec mes mires. C'est juste en fonction de la distance que le chevreuil va se trouver. Je sais qu'en bas de 30 mètres, la même pin va faire. Puis au-delà de 30 mètres, il faut jouer un peu plus haut, tout simplement. Ça permet, c'est moins... Il faut se pratiquer, mais n'importe quelle mire single, la plupart du temps, est barrée. À moins que là, vous tombiez à une distance de 40 mètres. Là, vous allez jouer avec. Là, mais rendu là, n'importe quelle mire, il faut prendre le temps de ranger, il faut regarder. Fait, moi, je voudrais une mire single pin. Vous avez vos marques de fête. Ça va faire la job. On utilise la Fuse, évidemment. Next. Qu'est-ce qui est le plus dur pour le chevreuil l'hiver, la neige ou le froid? La neige, parce qu'elle réduit... La neige a réduit l'accessibilité à la nourriture. Le froid,
Il a fait mon frère, là, tout de suite après les fêtes, ils ont eu une vague de froid en Alberta. Là. Ils ont eu quasiment, je pense, 13 à 14 jours. Il n'y a pas une journée durant le jour, ça monte en haut de moins 30. On a vu jusqu'à moins 42. À tous les ans, on va à la chasse là, puis on dit ils vont être tout morts, ils vont être gelés. Non, pas en tout. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ah, c'est tough, hein? C'est le sort ton chien dehors, puis il se lève les pattes tellement qu'il y a les pattes qui gèlent, mais tu sais, eux autres, ils vivent à l'année dehors, là. Fait qu'ils sont vraiment... C'est pas qu'ils aiment le froid, mais la neige est problématique. Elle réduit l'accessibilité à la nourriture. OK, on va y aller. Il y avait Julien qui nous parlait de... Bon, ça, c'est pas vraiment une question. René Dubois, Manitoba du 20 au 27 novembre. Comment on s'y prend pour rechercher des runaways? Ça, c'est une question. 20 au 27, tu cherches des couloirs, des endroits où les chevreuils n'ont comme pas le choix de passer parce que c'est full route, puis sont imprévisibles. Des entonnoirs, des transitions marquées. Laisse faire les renouées. Trouve ça. Puis si, quand tu trouveras ça, il devrait y avoir déjà de toute façon d'installer des grattages. Tu ne seras pas là pour les grattages, tu ne seras pas là pour les chevreuils qui vont venir au grattage. Mais les grattages ont été faits là pour éventuellement qu'il y ait des odeurs là. Puis c'est parce que c'est par là qu'ils passent. Ils vont passer 100 000 à l'heure, mais ils vont passer dans les couloirs, les entonnoirs, etc. Les renouées, c'est une... Quand si tu t'en vas là pour la première fois, exemple pour Manitoba, puis tu as l'habitude de chasser au Québec, c'est une expression typiquement québécoise, renouée, tu vas t'apercevoir qu'il y en a sur un méchant temps si tu rentres dans une talle de bois. Si tu vas dans le bois mature, dans de la forêt, écoute, c'est 1 aux 50 pieds. Tu ne sauras pas lequel prendre. Il faut vraiment que tu trouves, comme je montrais dans mes vidéos là, de l'Alberta, des entonnoirs. Google Earth va t'aider, Google Maps, Google Earth, pour essayer de trouver un endroit entre deux grosses talles de bois là, matures, là, où il n'y a pas le choix à un moment donné. Là. C'est un carrefour. Tu assis là, tu fais tes prières, puis tu attends. Tu cherches peut-être les obstacles à leur passage aussi. Si disons que tu chasses dans une uniformité que forcément tu es pogné pour chasser là, mais regarde si là-dedans, il n'y a pas un étang, il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire en sorte. Un vieux buck, il faut comparer ça un peu à un homme âgé aussi. S'il a la chance de faire un petit détour pour ne pas avoir à jumper quelque chose qui demanderait un effort, il va le faire. Fait que c'est un peu comme ça aussi. Là. Fait que prenez le plus paresseux dans votre gang, faites-les marcher dans le bois, puis là, ce que le gars va passer, c'est là que les chevreuils vont probablement le faire aussi. Frank, quel est votre chevreuil déception? Donc, as-tu un chevreuil déception que tu as manqué dans ta vie, Charles? Honnêtement, moi, je touche du bois. Là. C'est arrivé une fois à l'Ornial. Mais le chevreuil, quand j'en vois un, mon goût, il bascule. J'ai été chanceux pour ça. J'en ai manqué des petits, par exemple. J'ai déjà été un peu moins sélectif. J'ai déjà manqué un petit buck. Un chevreuil de déception, c'est pas là que j'ai de la misère à le dire. OK. Mais ça se peut, en bout de ligne, en ayant une carabine aussi dans les mains, puis t'es un keller, je le sais, si t'as une chance, t'apprends. Fait que c'est peut-être jamais arrivé. Dans le fond, tant mieux. Tant mieux pour toi, mais ça va peut-être t'arriver en Alberta un jour aussi. C'est pas un buck, en tout cas. Je pourrais te dire que c'est peut-être un cerf sans bois à l'arc dans mes années que je tirais trop loin en arrière de la patte. Là. Ouais. OK. Bon. Moi, j'en ai un en tête qui me vient, puis c'est mon chevreuil de l'Illinois, dans le fond, que j'avais tiré là, en late season. J'avais tiré ça, c'est un peu de ma faute, j'avais tiré ça à 60 mètres, mais avec le recul, je me rends compte que j'ai fait plusieurs erreurs. Je l'ai pogné en arrière, puis j'avais miré milieu chevreuil, puis étant donné que j'étais loin. Puis la chose à ne jamais faire, c'est que j'ai lâché le chevreuil du regard parce que là, je me suis viré vers la caméra. Au lieu de rester focusé sur le chevreuil, à voir où est-ce qu'il va, puis avoir un point de départ pour la recherche, là, ça a fait en sorte qu'on est parti le lendemain, puis la pluie qui tombait s'est transformée en neige. Mais avoir eu un visuel, le chevreuil, je l'aurais vu peut-être se béder. Là. Fait que j'aurais pu savoir où aller à la base, puis on ne l'a pas fait. Fait que petit conseil. Tu l'as en vidéo? Je l'ai en vidéo. Jusqu'à ce qu'on chassait dans une maudite tente. Fait que là, tu vois le gars suit le chevreuil. Là, maintenant, tu ne vois plus le chevreuil à cause de la tente. Fait que là, le gars se replace. Puis là, il y a moi qui parle après. Puis qui dit, Colin, je pensais l'avoir manqué. Mais tu sais, toujours garder en visuel le plus longtemps possible. Il y avait quoi que ça a tête? C'était un 8 points on l'estimait à proche de 145-150. Il faudrait que je te montre une photo. Là. C'était des pistes. 8 points de 145, non, c'est fatiguant pas mal. Fait qu'il y a Joss qui nous mentionne qu'il a fait 3 bucks sur 5 au Manitoba. Donc, sur 5 voyages, il en a tiré 3.
Un chasseur de trophée fait moins que ça à carabine. Hein. Ouais. Chose que je ne suis pas, là, un chasseur de trophée. Là. Il va sortir. OK. Peut-être tu vas pouvoir répondre. Il va sortir une nouvelle SpyPoint cellulaire. Savez-vous quelle est la différence? Oui, moi je le sais. Écoute, je ne la connais pas là, en profondeur. J'ai suivi la petite formation avec eux quand ils l'ont sorti, là, mais je n'ai pas tout retenu. Je sais qu'entre autres, il va y avoir 2 systèmes d'antennes dedans. Là. Elle va pouvoir se connecter à 2 réseaux différents. Elle va toujours aller chercher le plus puissant. L'antenne en question aussi va être plus puissante. Elle va faire aussi les fichiers vidéo. Elle va pouvoir transférer les fichiers vidéo via cellulaire. Si je me souviens bien, là, les features, là, les particularités les plus intéressantes là, pour le commun là, des connaisseurs, c'est pas mal ça. Là. Les autres specs, là, je ne me souviens pas vraiment là, des grosses. Moi, c'est ce qui m'a frappé, puis je me suis tout de suite pensé à l'Alberta. Peut-être qu'au lieu d'en avoir 3, parce que là-bas, je trouve vraiment des endroits particuliers. Tu ne peux pas déménager un grattage. Hein, là. Non. Il n'y a pas de signal. Tu as beau mettre une antenne dans un arbre, mais là, si ça me donne une certaine chance, je vais en mettre plus en Alberta avec ça. Puis peut-être au Québec aussi, parce qu'au Québec, signal cellulaire, là, on n'est pas gâté comme aux États-Unis. Non, hein. Ça ne pogne pas partout. En tout cas. Non, on est proche des grands centres souvent, puis tu vois presque les antennes, puis tu n'es pas capable de te connecter. Ah ouais. Ça aussi, ça induit en erreur beaucoup de consommateurs de caméras cellulaires. Hein. Là, ils vivent une première déception. La caméra ne se connecte pas. Ce n'est pas la compagnie qui fournit la caméra. Des fois, il n'y a pas de signal ou le signal est intermittent. Ouais. Là, après ça, ben là, il réussit à se connecter pendant 2 semaines. Il ne se reconnecte plus là. Il vient après à la compagnie. Mais finalement, c'est le signal qui est rendu moins fort. Ça. Ouais, il y a des zones, je ne sais pas pourquoi, dépendamment de ce qu'on est situé. Même moi, je reste à le coin de Granby, puis mon cellulaire coupe, je suis proche de ma maison. Je ne sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, maintenant, c'est pas. Charles, avant de continuer avec les questions, on n'a pas parlé encore, mais on a des billets en vente pour la classique Whitetail. Ce serait important d'en parler. Oui, n'oubliez-nous pas, si vous voulez qu'on voit nos films de chasse, là. Notre très saison, important. Yes. Moi, je suis dans le montage là, de tout ça, puis je peux vous dire que c'est des très, très belles séquences de chevreuil que toutes les équipes ont à vous partager. Dans le fond, c'est leur saison au complet. Charles, il reste du peaufinage à faire. Il avait un peu son vidéo. J'ai quasiment fini. Là. On est là-dedans, là, à plein temps, pour faire une méga soirée chevreuil. Comme j'aurais aimé qu'on aille peut-être avant, mais là, c'est nous autres qui avons décidé de la faire. Fait que si vous voulez nous encourager, c'est le temps. Le site Internet, si vous êtes mêlé avec ça, vous pouvez aller sur le site de TFCP, donc productiontfcp.com. Il y a un lien pour l'acheter directement. Sinon, par le pointdevente.com, vous êtes capable de vous procurer vos billets. On continue avec les questions. Avez-vous, parfait, une marque de batterie, Charles, dans tes SpyPoint, qu'est-ce que tu mets exactement comme... Duracell ou Energizer, je les prends chez Costco, des fois j'en fais venir chez Amazon. Honnêtement, ils sont tellement pas... chez Amazon? Amazon, en mode vidéo, il ne faut pas que tu laisses ça là 6 mois. Là. Si tu mets ça pour longtemps, Amazon, en mode photo, oui, moi, il t'offre. Mais ça dépend de ce que tu lui demandes. Tu sais. Moi, j'utilise la batterie standard, là. Pas plus, pas moins. Exactement. Il y a des spéciaux. En autant que ça soit. Moi, j'ai vu une différence entre les énergiseurs Duracell. Ça, c'est la même affaire. Mais après ça, quand tu tombes dans la catégorie écono, si on veut, là, c'est de l'économie de bas étage, dans le sens que tu échanges plus souvent. Fait que rendu là, vraiment autant mieux payer un peu plus cher. Ou encore là, Amazon, je sais que David les a essayés puis il aimait bien ça, lui. Mais on n'a pas fait la différence au niveau de mode vidéo, mode photo, peu importe. Mais si je mettais ça sur une bête que je ne veux pas retourner, mettons, ou sur un grattage que je ne veux pas retourner, je mettrais des batteries de qualité dedans pour être sûr. Mais juste pour vous donner une idée, c'est pas cette année, là, mais en 2020, j'ai calculé, j'avais acheté pour 480$ de batterie pour mes SpyPoint. Fait que, à un moment donné, tu dis Energizer, c'est tellement fou, là. Ça va te prendre une commandite de batterie. Oui, j'ai fait une vidéo. Je suis en train de travailler une vidéo, là, puis je suis en prospection. À un moment donné, je fais un appel à l'aide. Je me cherche un commanditaire de batterie. Ouais, je te comprends, Colin, à ce prix-là. C'est un outil de travail, hein, en même temps. OK. Ici, j'ai une question. Raph, Easton Axis. Moi, j'ai de la Easton Axis, de la 340. Puis, je peux vous dire que c'est avec une pin, mais tout est relatif à la distance, en fait, à votre poids de flèche,
au poids que vous avez en avant, à votre pression, à votre allonge, à la longueur de vos flèches. Tu sais, c'est le poids total de votre flèche, c'est tout ça. Donc, chaque gars va avoir une distance maximale à les juger. Donc, tu sais, ça peut marcher avec la FMJ, mais probablement que moi, mon mettons, c'est 27 mètres que je suis barré, je peux aller jusqu'à 33. Mais peut-être qu'avec la FMJ qui est plus pesante, ça va être 25 qui va vous permettre d'aller jusqu'à peut-être 28, je ne sais pas, parce que la drop va être plus grande, c'est plus pesant. Donc, c'est à vous d'évaluer ça et de pratiquer à la maison. Pour les lignes, très parfait. Bon, il y en a quelqu'un qui nous dit les lithium pour les lignes, parfait. Ouais, je sais, mais au prix que ça coûte, moi, la quantité que j'ai, le lithium, là, oublie ça. Là. Voilà, ça coûte cher. Là, je te Puis j'ai pas besoin, je mets des batteries régulières, puis je fais 6 mois avec. Rendu là. Stéphane Guérin, faites-vous naturaliser vos têtes aux États-Unis ou vous les ramenez au Québec? Si tu les ramènes, tu les prépares comment pour passer les douanes? Dans le fond, c'est la même chose partout, même pour toi, Charles, en Alberta. Fait que tu sais que tu le fais toi-même, fait que tu peux peut-être en parler. Ben, dans le fond, on dit caper, l'expression anglophone, on enlève la peau sur l'animal. Rendu au crâne, ben là, il faut qu'on enlève le panache comme on ferait si on ferait juste un front. On enlève la peau complètement. On congèle ça, puis on ramène ça. La simple raison, c'est qu'on n'a pas le droit de ramener le cerveau, cartilage et les moelle osseuse au Québec. On a une réglementation de province qui nous interdit. Ce n'est pas nécessairement ailleurs qui nous interdirait de le sortir, mais ici de le rentrer. Puis de toute façon, au niveau des bagages supplémentaires en avion, arriver avec une tête complète là, au rayon X, là, des fois, la bonne femme a grimacé. Ça passe pas. De toute façon, le prix à payer peut être cher, d'après moi, pour quelqu'un qui essaierait de ramener ça au complet sans l'avoir vidé. Puis, c'est trop cher à payer. J'ai des amis qui le font aux États-Unis, puis moi, je le fais en Illinois. Je le fais faire là-bas. Je fais blanchir là-bas ou je fais naturaliser là-bas. Ça ne m'est jamais arrivé de naturaliser parce que je me suis dit que c'est en bas de 150. Je ne faisais pas naturaliser. Fait que, vous venez de comprendre que j'ai toujours tiré en bas de 150. Bref, mais ça pour dire que moi, à 130 à l'arc, j'ai encore du feeling. Fait que je sais, je n'ai pas de problème avec ça. Mais bref, on le fait là-bas. Mais ça coûte. Si vous n'avez pas dans l'idée de retourner à la chasse là l'année suivante, watch out. Ça va vous coûter cher en maudit faire ramener le montage parce qu'il faut qu'il vous fasse une boîte. Il faut que vous avez payé le transport de la boîte. On a des amis qui le font, là, puis ça leur coûte quasiment l'équivalent du montage de le faire ramener. Fait que pensez-y 2 fois. T'sais, si vous aimez à la place, allez le chercher l'année d'après, pas de trouble, mais sinon, là. Ici, on a une question. Pour du 2 au 12 novembre, utilisez-vous de l'urine? Et dans le stand, avec peu de serre, mais bon ratio, utilisez-vous le call ou rattling ou faire le fantôme? Bon, Charles, je te laisse répondre, vas-y. L'urine, oui et non. Moi, je suis pas premièrement, l'urine synthétique, non, parce que jusqu'à tout récemment, je n'avais pas senti de l'urine qui sentait comme de la vraie. J'ai déjà utilisé de l'urine naturelle dans le passé, mais moi, c'est plus pour faire un leurre olfactif. C'est pour faire une ligne d'odeur en dessous des pieds, etc. Par contre, en ce moment, je n'utilise pas d'urine. Je ne pense pas que c'est une grande nécessité. Je ne dis pas que ça peut nuire, par contre, mais l'urine synthétique, si votre urine sent le détergent ou sent une odeur forte, ça ne sent pas l'urine. Il faut que ça sente l'urine. Ceci étant dit, je ne m'avançais pas plus loin que ça dans l'urine. Puis le stand. Pardon? Terrain glissant. Oui, terrain très glissant. Utilisez-vous le call rattling pour faire le fantôme? Au Québec, fantôme pas mal, un petit peu de call femelle, un petit peu de call de fan détresse. Les grandes, très peu, parce qu'il y a très peu de compétition. Je suis pas mal plus fervent du fantôme au Québec. Le rattling, dans les années qu'il y avait des meilleurs ratios, mais il n'y a plus de ratio au Québec. C'est fini, malheureusement. Puis la question en rapport au 2 ou 12 novembre, c'est une très bonne période, là, peu importe là, les méthodes de call. Ça ne dit pas où est-ce qu'il est, peut-être qu'il est en Ontario. Non, c'est ça. C'est pas clair. Il y a peu de cerf, mais il y a un bon ratio. Okay? Donc, il est probablement dans les zones qui a juste un peu d'arc, puis d'arbalète, puis de 3 roues, pas de noir. À ce moment-là, peut-être 27, 28 ou Saint-Michel-des-Saints. Rattling marche encore bien, jusqu'à 1 pour 4. Moi, j'étais longtemps dans le coin de Nicolet, 1 pour 3, 1 pour 4. J'avais des pas pires interactions avec du rattling. C'est sûr que là, dans ton cas, peut-être un petit peu plus de call aussi, femelle en chaleur. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la biche quand je suis dans une place, il y a un petit peu plus de compétition. Moi, je m'exprime personnellement. Au niveau des grandes, là, j'ai eu très peu, voire pas de réaction à ça. Fait que c'est pas quelque chose que ni je recommande, ni je produis. J'y crois pratiquement pas. Je dis pas que c'est impossible, mais
OK. Rattling, je n'ai vu en tabarouette arriver à la course là-dessus, par exemple. Ouais, dans le Midwest, on l'a vu. Je n'ai jamais vécu ici, là, mais dans le Midwest, on l'a vu nous autres aussi pas mal, mais c'est une condition de chasse différente. C'est ça. Tu ne peux pas comparer. Il faut qu'il y ait de la compétition. Ah, clairement. Sinon, Charles, dans l'Ouest, suggères-tu un territoire à quelques kilomètres de milieu agricole? Il semble que les cerfs sont rares en forêt plus profonde. Je regarde pour le Manitoba. Mauvaise interprétation. Le chevreuil, moi, ce que je préfère dans l'Ouest, là, que ce soit pour le Manitoba, si j'avais la chance de retourner en Saskatchewan ou l'Alberta, on appelle ça la fringe, où se terminent les milieux agricoles, les grands bois qui débutent. Tu chasses dans le premier 5 à 10 km. Énormément de chevreuil. Puis tu as affaire à du chevreuil qui est diurne. Il bouge plus le jour que la nuit. Puis, ce qui donne l'impression, des fois, qu'il peut en avoir moins, c'est qu'il est divisé dans un habitat beaucoup plus vaste. Tandis que dans les champs agricoles, bien souvent, on va voir les pics de matin, soir, puis sont faciles à voir. Mais si tu prends ces mêmes chevreuils-là, tu t'en vas dans un milieu forestier, tu vas avoir plus de difficultés à les voir. Moi, j'aime mieux le milieu forestier parce que c'est comme une boîte à surprise. Tu vois rien. Tu t'en vas d'abord te cligner des yeux, puis vous allez le voir dans mon film que je sais, mon drop time cette année en Alberta, c'est magique. L'intro que je fais, là, c'est pas fake. Là. C'est passé comme ça. Là. C'est quelque chose. Là. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais c'est pas du montage vidéo, c'est du vrai. C'est ça. Là. D'un bout à l'autre, la même séquence. Exact. Excusez l'expression, là, mais c'est ça le forestier. Puis l'agricole, ce qui est le danger de l'Ouest canadien, surtout quand on fait nos classes, nos premières années, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas de pression de chasse, mais il y en a une quand même. Il y a un petit peu de braconnage, puis il y a de la pression de chasse ou il y a de l'ouverture. Puis là, il y a des road hunters. Puis là, des fois, ça fait en sorte que ton chevreuil, ben, il est moins porté à sortir, puis surtout pas nécessairement les modèles que tu voudrais qu'il sorte. C'est souvent un dilemme qu'on voit aussi, même au Québec. Je me rends compte que les gens veulent voir du chevreuil. Oui. Est-ce que c'est parce que tu vois du chevreuil que tu vas voir le gros boc que tu cherches? Effectivement. C'est une notion, des fois, que moi, j'aime bien en avoir moins, mais avoir une chance à chaque fois que c'est peut-être le bon que d'avoir 20 à chaque passe. Puis là, c'est toujours des veaux, des femelles, des spikes. C'est un choix à faire. Cette année, là, le chevreuil, j'ai tiré. On a tiré 4 pucks sur mon stand. OK? Mes autres chums après, tous sur le même stand. 4 astines monstres. OK? Juste pour vous donner une comparatif, là, mon frère a chassé 2 journées sur mon stand pendant qu'on était là-bas. Il y a une journée, il a vu 3 chevreuils. Le lendemain, il en a vu 1. Il s'est découragé. Il dit de la merde, je m'en vais d'ici, ça ne bouge plus. Mon chum, il est retourné avec le caméraman de la tournée. Et une journée, ils ont vu une affaire comme 5-6. Le lendemain, ils ont vu 18 chevreuils, des femelles là-dessus, puis des bocs. Ça courait partout. Le surlendemain, ils ont vu 3. C'est ça, le forestier. C'est ça ça revient à la chasse, à la patience que les gens n'ont plus aujourd'hui, peut-être. La force. Oui, ça va trop vite. On veut avoir du résultat vite. Puis même, je vais m'avouer, je suis une victime de ça aussi parfois, que d'être capable, on veut tellement se mettre de pression que go, mais des fois, il faut revenir à la base, puis c'est la patience, être à bonne place au bon moment. Moi, j'appelle ça, des fois, on se pense plus fin qu'eux autres, mais on pense qu'on peut vraiment les patterner tout le temps. Voyons! Ouais, c'est tellement... Les caméras vont tellement démontrer à ce temps, puis je me pogne moi aussi des fois avec moi-même. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu as des piques rottes, quand même, tu essaierais de les patterner. Il n'y en a plus de pattern. Non. OK. Question pour toi, Charles. Avec quel calibre de carabine chasses-tu? Tout ce qui tombe. J'ai une préférence à cette heure au tout ce qui est courte et moyenne portée avec une 308. Ma petite Model 7, canon de 16 pouces et demi, je tiens ça d'une main. Si je ne l'amène pas dans l'ouest, c'est parce que je le sais que des fois, je pourrais avoir à faire une long shot sur une chaise de quoi de solide au-delà de 300 verges. J'ai déjà fait plus que ça d'ailleurs. Mais j'ai une nette préférence dans la 308 maintenant. Mais j'ai une 300 WSM qui n'a garnoté un méchant paquet, 30,06. Un gros décoche dessus. Oui, du sang pas mal dessus. OK. Ici, un petit commentaire que je vais faire apparaître. C'est pas une question, mais votre bande-annonce m'a craqué bien raide. Ben, on l'espère, puis on souhaite que ça va vous donner le goût de venir voir parce que c'est à la hauteur du contenu. Des fois, les bandes-annonces, les teasers, c'est comme, ils mettent les meilleurs moments, mais c'est rien, là. C'est rien. Alex Aman, pensez-vous que la venue des caméras peut avoir fait en sorte qu'il y a de moins en moins de beaux bocs au Québec? Pas du tout.
Non, moi, je pense pas, parce que de toute façon, quand même, tu aurais le buck en photo, et même s'il décidait de se coucher devant la caméra, tu n'es pas rendu sur place, là. Ouais. Je pense que ce qui fait en sorte qu'il y a moins de beaux bucks au Québec, c'est parce qu'en général, on a des saisons trop permissives, des armes trop productives, puis on a des modes de chasse trop efficaces. Parce que les bucks, on ne les tire pas nécessairement quand ils sont vieux, on les tire avant qu'ils soient vieux. Quand ils viennent ces tas de pommes, ce qui est la méthode traditionnelle de beaucoup de gens, un buck qui se tirait à 1 an et demi, il ne deviendra pas un gros. On leur donne juste pas la chance. Exact. Votre pire erreur à la chasse ou mésaventures? Charles, as-tu quelque chose? De quoi de croustillant? Ou... De quoi de croustillant? J'en ai plusieurs, mais la première, tu sais, quand on dit mésaventures, la première qui me vient à l'esprit, qui me fait rire encore aujourd'hui, qui date de là 30 ans, on s'en allait à la chasse au chevreuil, mon père en Outaouais, à Duhamel, Imo-Yassio. C'était un genre de 8 ou 9 novembre, glacial, mais tu sais, juste avant que ça gèle, là, la pluie, là, il fait frais. Puis là, on monte dans la montagne, puis à un moment donné, moi, je marche à 100 pieds devant de mon père. Il faut que j'enjambe un ruisseau. Mais en enjambant le ruisseau, je perds l'équilibre. Puis dans un moment de réflexe, au milieu du ruisseau, je vois un petit moton de sable. Je me dis, il y a 4-5 pouces d'eau, puis je vais me reprendre là. Mais c'était une illusion. Il y avait 5 pieds de creux. Quand j'ai tombé, puis là-dedans, j'ai tombé jusqu'ici. Hey boy! C'est drôle parce que ce qui m'est venu tout de suite en tête, parce que des mésaventures, il y en a eu quelques-unes autres. Là, il y en a qui sont... Sûrement au camp de chasse en Alberta, il y a dû en arriver plus qu'une. Mais... Il y en a un autre qui est quand même pas pire m'a raconté, est juteuse. J'étais en train de filmer mon frère, on est dans 2 autogrimpants dans le même arbre. C'est moi qui filme, mon frère est en bas de moi, je te pogne un bichi, mais une bonne. Mais sérieux, là, tu sais, ça faisait un bout que j'étais assis, et quand je me suis levé pour constater que c'était trop tard, je regarde mon frère qui est en bas de billet avec moi, je dis, hey, faut que je je me suis pendu après le garde-corps. Il se réveille, il dit quoi? Il avait la galette partie. Non, il n'a pas eu d'en face toujours. Non, ça a tombé au côté. Tu sais. Okay. Mais ce qui est particulier, c'est que 15 minutes après, le stock est en bas, il a passé une biche, il a clenché la biche. On a attendu 15 minutes parce qu'il y avait encore son permis de buck. Puis, non, on a commencé à descendre. Le buck traversait, suivait la femelle. Un beau gros 8 points. Pas eu le temps d'avoir de shot. C'est souvent dans ces occasions-là que ça arrive, des affaires de même. L'histoire de la merde, hein? Ouais, ça c'est une peu un autre. Pire erreur, j'ai pas vraiment fait de pire erreur. Là. Peut-être mes aventures. J'ai failli faire mordre par un serpent pendant que j'étais au Kentucky. Je la compte souvent, celle-là. J'ai comme une phobie depuis ce temps-là, mais j'étais dans la terre publique au Kentucky. On décide de partir à la chasse. On était avec une gang d'amis. Jérôme Petry était avec nous d'ailleurs. Puis on est parti. Puis moi, je me promenais au travers des ruisseaux pour essayer de voir un peu le mouvement des chevreuils, tu sais, où est-ce qu'il y avait le plus de traces pour après ça rentrer là. Mais les serpents se tiennent aussi dans les milieux qui sont humides. Puis moi, j'étais parti là en insouciant. Je n'avais même pas regardé qu'est-ce qu'il y avait au Kentucky. Mais au Kentucky, il y avait la veuve noire, l'araignée venimeuse. Il y avait 3 ou 4 sortes de serpents venimeux. Fait qu'alors que je marchais comme un innocent, il y avait une butte au milieu du ruisseau. J'étais arrivé proche de la butte. Il y a un serpent qui a failli me mordre. J'ai comme juste eu le réflexe de me pitcher par en arrière. Puis après ça, il est allé dans l'eau puis il s'est sauvé. Fait que j'ai jamais su c'était quoi, mais après ça, j'ai comme fait ouf, t'as peu. On rentrait là à noirceur. On faisait, tu sais, il faut être conscient un peu de où est-ce qu'on va. Puis je me suis dit que plus jamais j'irais dans des places avec des serpents sonnettes ou des affaires de même. Bon, ben écoute, Charles, ça fait somme toute 1h15 quand même, pratiquement qu'on parle, ça va vite. Je vois que, bon, il y a des gens qui nous remercient, puis je ne vois pas d'autres questions apparaître, mais ils apparaissent souvent. Ah, attends, OK, je n'avais pas descendu, il y en a un méchant paquet. Bon, regarde, je vais passer ça là, Charles, c'était adressé à toi. OK. Ce n'est pas une question, mais j'aimerais te remercier. J'ai suivi ta formation sur le terrain de printemps passé. J'ai récolté mon chevreuil et fait récolter mon père, et ça sans appât, à moins de 50 pieds. Wow! Ça, j'aime ça entendre ça. C'est le fun, hein? Ça, c'est ma paye, là. Puis je me répète à toutes les années en formation sur le terrain, quand je motive les gens à essayer de chasser, j'appelle ça au naturel, de se mettre des objectifs réalistes. Parce qu'un chevreuil récolté d'une façon naturelle, c'est un plus gros défi. Puis la valorisation intérieure est plus forte que même si des fois récolter plus gros sur un appât. C'est vraiment le fun. Ça, j'aime ça, ces commentaires-là. Clairement. Ben, ça remonte, tu fais une bonne job. Oui, merci. Ça ici, sous question encore là, vite fait. Le call de femelle, Charles, la petite canne ou un vrai call?
Moi, je préfère le vrai call pour les étirer un petit peu plus, moduler beaucoup mes tonalités. Par contre, je sais que la petite canne est très efficace. S'il dit la verte, c'est probablement parce que c'est une Primos, là, mais jamais j'irais dénigrer ce call-là. C'est probablement l'appôt ou un des appôts qui fait tuer le plus de chevreuils en Amérique du Nord tous les ans. C'est très efficace. Ça répond à la question. Alex Hamann qui vient préciser juste un peu ce qu'il a parlé tantôt par rapport aux caméras. Là. Mais maintenant, tout le monde sait quoi on a sur son territoire, où ça passe, c'est le moment. J'ai commencé à chasser avec mon père et on estimait l'âge des bocs par leur piste. Ça, c'est quelque chose souvent que les gens... On a perdu cette faculté-là, je trouve, Charles. Oui, de lire un terrain. Ben de regarder la trace. C'est-tu un mâle mature? C'est-tu une femelle? C'est des affaires simples, mais en même temps qui sont perdues à travers du temps, on dirait. Parce que, puis tu sais, au lieu de chasser, les gens vont mettre une caméra pour voir c'est quoi. Oui, mais encore là, on avait effleuré le sujet tantôt. C'est pas parce qu'on le prend en photo un certain jour ou soir ou à une certaine heure que l'animal est patterné. Le fait est que la façon de chasser des Québécois, 85% du temps sur appât. Donc, les caméras sont beaucoup utiles pour nos chasseurs en ce moment. Par contre, il y a énormément de monde qui font sentir qu'il y a eu une caméra ou non. Mais là, on n'entrera pas dans le débat de est-ce que la caméra devrait être permise ou pas permise. Je pense plutôt que ça serait aux chasseurs de demander soit devenir consciencieux au niveau de la récolte ou aux gestionnaires de ne pas permettre à ce qu'il y ait abus au niveau de la récolte. Ouais, ça c'est un méchant débat, là. Ouais, exact. Si tu donnes les moyens aux gens, les gens vont prendre, fait qu'à un moment donné... Les gestionnaires font tout pour que l'économie vire bien entourant ça, mais après ça, il n'y a plus de ça. Là, on a une question plus bas que je vais peut-être faire un petit point par rapport à ça aussi. Là. Juste avant, il y a quelqu'un qui nous demande la date. Donc, la finale de la classique, c'est le 19 mars. Vous allez pouvoir acheter vos billets sur le lien sur le site de production tfcp.com. Vous allez pouvoir regarder les vidéos 6 mois de temps durant. Donc, vous allez avoir ces vidéos-là 6 mois de temps. Donc, si vous n'êtes pas présent le 19 mars, faites-vous-en pas, vous avez vos chances de gagner vos prix. Puis en plus, vous avez 6 mois pour le regarder et le réécouter maintes et maintes fois. Là. Donc, 10 000 piastres en prix de présence. On a fait une belle, malgré tout, je pense, Charles, on a été une bonne équipe, tout le monde a travaillé ensemble. Puis on va remercier évidemment les commanditaires qui ont décidé d'embarquer pour la finale. Donc, quand on a fait une belle job aussi au courant de l'année pour qu'ils décident d'embarquer. Puis ça, c'est fun à voir. Là. On peut être fiers de nous autres. Bon. Pensez-vous que la saison de chasse devrait être prolongée comme dans d'autres provinces, comme l'Ontario, ou est-ce qu'ils chassent jusqu'en décembre? Donc, on a peut-être chacun nos opinions, puis je te laisse aller, Charles. Après ça, je dirai la mienne par rapport à ça. Moi, honnêtement, avec les saisons permissives au niveau des armes qu'on a, on ne peut pas se permettre ça. Non. Si on avait des saisons moins permissives, exemple, pas de carabine, des saisons à courte portée, on pourrait avoir de l'arbalète un bon 15 jours de plus en décembre pour les vrais maniaques, ceux qui veulent s'amuser et se mettre au défi. Mais dans le contexte actuel, déjà 2 semaines de carabine dans le sud du Québec, c'est un désastre quand la pression de chasse rentre. Là, on ne peut pas se permettre de prolonger ça. Pour les gars qui connaissent un peu ça, ou beaucoup ça, on voudrait diminuer la pression. Je vais exactement dans le même sens que toi. On ne peut pas se permettre d'avoir une plus longue saison avec les saisons qu'ils nous donnent actuellement. 2 semaines de carabine en plein mois de novembre, ça ne se fait pas. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir plus de temps pour s'amuser? Moi, je suis persuadé que oui. Avant, on en avait. Oui, on avait plus de temps. Avant, on avait une semaine, un mois d'arc. On avait après ça, la peau noire. On avait plusieurs saisons. Donc, les gens, ont toutes des peaux noires, puis ils font quoi avec aujourd'hui? C'est serré, puis ils s'en servent plus. Fait que de par ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé un peu le fait que si le gars met ça à sa peau noire, là, il va avoir une carabine, c'est sûr et certain, il y a plus de portée. Fait qu'il prend son fusil et il le met là. Fait que permettez aux gens de vous amuser en mettant des plus petites saisons, des affaires de 4 jours de peau noire, 4 jours de gun, on parle de fusil, de chasse, là, puis 4 jours de carabine ou 3 jours de carabine. Jouez avec ça, mais permettez, après ça, des longues saisons d'armes à courte portée. Ça serait faisable. Ça serait bon pour l'économie, anyway. Ben oui. Puis s'ils veulent qu'on tue plus de chevreuils dans les régions où il y en a le plus, je ne dis pas de faire ça partout, là, parce qu'il y a des places qui en a beaucoup moins. C'est pas bon de faire ça. Mais des places, des régions agricoles, ça leur permettrait peut-être d'émettre des permis de serre sans bois supplémentaires à certains endroits, pas partout. Mais c'est sûr que là, on extrapole, c'est facile.
on n'est pas les gestionnaires, ça prend des gens sur place pour vérifier tout ça, mais dans le meilleur des mondes, là, dans le meilleur de nos mondes, ça serait ça. Oui, c'est ça. Tout septembre, octobre et novembre, une partie de décembre, mais tu as une limite de 2 chevreuils, à moins qu'il y ait des permis secs. Tout simplement. Mais tu sais, l'Ontario, faites pas d'illusions, il y a du party hunting là-bas, puis ça tire du chevreuil à tour de bras. Là. Fait que c'est pas nécessairement mieux, ils ont leurs problèmes eux autres aussi. La seule affaire, c'est ils n'ont pas de carabine, premièrement. Tout dépendamment d'où est-ce que vous êtes. Là. Moi, dans les zones plus, mettons, de l'Est de l'Ontario, il n'y a pas de carabine. En tout cas, les meilleures zones, c'est là. Fait qu'à partant, ça en dit long. Les saisons sont longues, oui, mais les gens se permettent de tirer des cerfs sans bois aussi. C'est peut-être plus. C'est des tags open. Là. C'est pas des tags juste... fait que, bon, à suivre. Bon, là, va falloir mettre fin à ça bientôt. Peut-être, une petite dernière question, Mathieu Danfous. Nouveau territoire avec des swamps, mais pour l'orignal, très proche des maisons, peut-il être bon ou c'est mieux les transitions, les couloirs de déplacement? Mais pas pour orignal. Mais pas orignal, très proche des maisons. Oui, j'ai de la misère à comprendre. Un nouveau territoire avec des swamps, dans le fond, des savanes ou des swamps, mais pas d'orignal. Très proche des maisons, peux-tu être bon ou c'est mieux des transitions, les couloirs de déplacement? La question est vraiment... un peu mal formulé, je suis désolé, Mathieu. Là. On a de la misère. Mais que ce soit proche d'une maison, ça peut être excellent pareil pour le chevreuil. Le chevreuil, c'est un animal hypocrite. Il peut se coucher à 100 pieds de la niche du chien qui est attaché avec une chaîne, un chien féroce, parce qu'il sait que le chien est attaché. Fait que prends jamais en considération que la maison est une menace pour le chevreuil. Il va faire le tour, toi, tu vas aller chasser au bout du terrain, lui, il va être en avant du terrain. Les autres éléments sont... oui, les couloirs de déplacement, c'est des termes qu'on utilise, les transitions aussi, mais là, c'est trop vague dans la façon que la question est formulée. OK. J'avais dit une dernière question, mais là, ça n'arrête plus. Là, je vais falloir mettre fin à ça, malheureusement. Je pensais que ça ne décollait pas tout à l'heure, moi, au début. Ah ouais, ben là, les gens, le temps qu'ils se connectent. Pour vos odeurs, je vois ça dans les films, les gars sont déjà tout habillés dans leur véhicule. Ouais. Est-ce que seulement remettre du spray après est suffisant? Charles, je te laisse répondre à ça. Moi, là, vous allez tomber sur le dos, là. Je n'utilise plus aucun anti-odeur, aucun couvre-odeur. Je ne crois plus à cette utilisation-là. Je ne dis pas que croire n'est pas savoir en passant, mais moi, je crois à une chose. Si le chevreuil capte mon odeur, mon haleine, mes cheveux, etc., il va me sentir que je suis faite. Il faut que j'aille le vent pour moi. Des fois, c'est une question de chance aussi. Il faut que les pressions soient pour moi, pression atmosphérique, etc. Je n'utilise plus les destructeurs d'odeur. Je crois que certains liquides-là, s'ils sont si efficaces, les compagnies veulent nous le dire, peut-être que tu sens moins fort, effectivement. Mais tu sens moins fort, mais tu sens pareil. Moi, je préfère utiliser, exemple, des leurres olfactifs qui, à l'occasion, vont exciter le gibier. Ça peut être de l'odeur de sucré, des pommes, etc. L'odeur de terre noire, faire des faux grattés. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je ne crois pas à ça. Puis ça, c'est ma façon, ma perception. Puis je fais la même chose à l'orignal depuis environ 5 ans. Je pousse même l'audace à cette heure à laver mes vêtements avec les savons réguliers que j'ai à la maison, le Tide, etc. Parce que de toute façon, le vêtement que j'ai, il aura beau pas sentir. Moi, j'ai une haleine, puis énormément de vapeur. Notre haleine, tu peux toujours bien pas la contrôler, ton haleine. Tu sais, aller acheter un bronchodilatateur à odeur d'épinette qui va aller en dedans, remplir toutes les alvéoles de tes poumons pour que quand tu vas expirer, ça sente l'épinette. Tu sais. Que ça ne soit pas cancérigène en même temps. Là. Je suis pas assez... Non. J'ai longtemps utilisé, je crois encore un petit peu à l'utilisation des ScentLock, des membranes artibo-charbon qui filtrent ce qui sort de nous autres. Mais ça prend le masque jusqu'ici. Puis quand tu chasses à l'arc, exemple, un 3, un 4, 5, 6 octobre, à 21 degrés, un masque, là. Bon, de toute façon, on commence à avoir de l'expérience avec ça, les masques, là. Mais dis-toi, même avec ça, est-ce que tu chasseras à mauvais vent? Non. Fait que rendu là, ça revient tout à ça. Vous n'aurez pas un produit qui va vous faire en sorte que vous allez pouvoir chasser à la même place, peu importe le vent. Fait que ça répond à la question. Donc, on va clore là-dessus, malheureusement. Il y a des questions qui continuent. Là, on pourra peut-être aborder ça. On va vous inviter à venir à un prochain live à ce moment-là pour venir en discuter. Charles, il y a quelqu'un juste avant qui nous demande est-ce qu'il te reste des places pour des formations terrain cette année? Il me reste une ou deux places le 30 avril, puis une place le 24. C'est pas mal ça. J'en ai pas d'autres au programme. Les autres sont complètes. Puis je pense qu'il me reste une place pour l'orignal le 22 mai.
pour s'inscrire, ils vont sur ton site, ta page Sur mon Facebook? site Internet ou sur ma page Facebook, m'écrire sur Messenger ou sur Facebook. Je vous donnerai la marche à suivre là, pour comment s'inscrire, donner le dépôt, etc. Super. Charles, ça fut un plaisir de se revoir aussi. en live pour l'événement de la classique. On va se revoir prochainement. Bonne soirée. Yes, toujours le fun de répondre. Les gens ont été là aussi, donc on va vous remercier, vous, pour vos questions. Puis on va vous inviter au prochain live, qui est la semaine prochaine. L'équipe n'est pas encore déterminée. On va l'annoncer au courant de la semaine prochaine. Puis en même temps, on va se laisser sur des images du teaser de la classique qui a l'air de vous avoir craqué un peu. On va vous recrinquer encore, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous encourager, à aller sur le site de productiontfcp.com. Le lien est là pour acheter des billets. Sur ce, à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. C'est enfin le début de la chasse à l'arc. La classique Whitetail est officiellement commencée. Ce moment-là, je l'attendais depuis 12 ans. C'est le grand jour.